la une de l'actualité dans cette édition, plus d'1 milliard de francs CFA pour doter les 45 provinces du Burkina Faso d'unité économique. C'est l'un des engagements du gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le PNDS, qui se réalise. La pose de la première pierre pour la construction de ces unités est intervenue à Wolonkoto. Renforcer la coopération entre les municipalités transfrontalières pour relever le défi de la sécurité mise à mal dans la région, c'est l'objet de la rencontre qui réunit à Dori les responsables des collectivités frontalières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et puis l'Italie qui ferme ses portes à 2 navires de l'ONG Lifeline transportant des migrants. Ils sont accusés de navigation illégale et d'avoir enfreint les règles internationales. Deuxième scandale après celui de l'Aquarius qui transportait plus de 600 migrants il y a quelques jours et qui a finalement échoué en Espagne. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. On parle développement économique à la base avec le gouvernement qui s'engage dans la construction d'unités économiques dans les 45 provinces du Burkina Faso. C'est l'une des pistes de solution à la récurrente question du chômage à travers la création d'une centaine d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet dont la pose de la première pierre est intervenue à Wolonkoto. Nous suivons le compte-rendu avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Trouver des solutions à la problématique du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes. Telle est l'ambition du projet de construction d'unités économiques. Cet instant matérialise le démarrage de la construction des bâtiments devant abriter les unités de transformation au profit des 45 provinces du Burkina. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à un certain nombre de jeunes et de femmes de disposer d'emplois décents et faire en sorte qu'à terme, eux-mêmes, ils puissent contribuer aux actions du gouvernement qui consistent à lutter efficacement contre le chômage. Pendant longtemps, ce sont des kits d'installation qu'on remettait de façon individuelle aux jeunes qui, par moment, revendaient ces kits aux commerçants. Nous avons pensé qu'il était bon de structurer davantage les activités. Cette nouvelle dynamique s'inscrit dans le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Un programme qui prévoit la création de 450 emplois directs et indirects. Je suis très heureuse parce que cette initiative permettra à la jeunesse d'avoir de l'emploi, surtout que le marché public est saturé. Ça sera une occasion pour la jeunesse de savoir que ce n'est pas la fonction publique seulement qui est la seule porte de sortie ou le fait d'aller à l'étranger et de risquer leur vie, or qu'ils peuvent produire et s'en sortir mieux dans leur pays. Et c'est une très bonne initiative. D'un délai d'exécution de 2 mois. Le coût total de ces infrastructures est d'1 milliard 50 millions de francs CFA. Et chaque promoteur va bénéficier d'un fonds de roulement d'1 million 500 000 francs CFA. Et les grèves dans l'administration publique qui ont des répercussions sur le fonctionnement de certaines structures. C'est le cas de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Difficultés de paiement des quittances ou encore de toucher les chèques trésors sont quelques-unes des conséquences relevées par la Chambre de commerce et d'industrie et ses partenaires qui essaient de trouver des solutions à cette crise. C'est le but de la rencontre de ce vendredi 22 juin à Ouagadougou. Reportage Amadou Ilboudo Nyarkiteda. Les acteurs du secteur privé se parlent. Associations et organisations professionnelles des employés du commerce et les structures fêtières que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina évalue ici ensemble l'impact des mouvements sociaux sur leur activité. Des kilomètres et des kilomètres de fils de camions, c'est des marchandises, des commerçants qui attendent pour sortir, pour pouvoir livrer et respecter leurs contrats. Il y a des gens qui ont des documents au niveau des services de Minifid, des enregistrements et autres, des attestations de situation fiscale à prendre pour pouvoir participer à des appels d'offres. Et donc tout ça, c'est paralysé. Donc c'est un peu tout ça que nous avons fait le point ce matin. C'est une rencontre pour mettre en commun les difficultés et proposer des pistes de solutions. Tous acclament la fin de la récréation par le dialogue
où chacun est invité à mettre de l'eau dans son vin. Nous demandons au gouvernement, nous demandons aux syndicats de se retrouver autour d'une table parce qu'il n'y a aucune situation qui n'est pas négociable. Et s'il y a des négociations, il peut y avoir des issues favorables. Pour la suite, des démarches seront entreprises pour la mise en œuvre de les recommandations. En attendant, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina dit s'employer pour un dénouement de la situation. Autre point de l'actualité, dans la région du Liptako-Gourma, l'on veut renforcer davantage la coopération entre les municipalités frontalières pour plus de cohésion entre collectivités territoriales. C'est la promotion de cette cohésion sociale qui est au centre de la première rencontre des municipalités frontalières à Dori. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger partagent ce cadre d'échange autour des enjeux sécuritaires. On en sait davantage avec Seydou Zon. C'est une rencontre des municipalités frontalières des pays du Liptako-Gourma, le Burkina, le Mali et le Niger. Elle vise à renforcer dans un contexte sécuritaire fragile la concertation et la coopération entre ces collectivités locales frontalières dans une perspective de consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Il faut dire que les populations des communes vivent les mêmes réalités. Elles partagent beaucoup de réalités et ce sont les lignes imaginaires qui sont venues les séparer. Et donc ce projet est la bienvenue et nous souhaitons qu'il se pérennise pour le bien-être des communes frontalières. Et cette réunion nous permettra de renforcer ces liens pour surtout renforcer la sécurité dans ce contexte dans lequel nous sommes. Sans sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. La présente rencontre est l'une des premières activités du projet Promotion de sécurité communautaire et la cohésion sociale dans la zone du Liptako-Gourma, lancé en avril dernier ici à Dori. Ce projet est soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement. Pour pouvoir faire face aux défis du développement qui sont ceux de la région, il est important que les acteurs puissent échanger, partager des expériences et voir ensemble quelles sont les actions à mettre en œuvre. Et les maires qui sont les représentants légitimes des populations de cette zone frontalière ont de riches expériences. Ils ont besoin d'échanger. Il y a déjà des dynamiques en cours et pour nous, il s'agit donc d'accompagner cette volonté. Les conclusions de ces travaux vont constituer les bases de réflexion pour la formulation d'une stratégie communautaire partagée de promotion de la sécurité et de la consolidation de la paix entre les communes frontalières du Niger, du Mali et du Burkina. Et le sort des étudiants burkinabés en République de Chine-Taïwan après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays est évoqué ce matin à Ouagadougou. Selon les responsables de la diplomatie burkinabé, l'État s'affaire pour le transfèrement des étudiants boursiers vers la Chine populaire. Le cas des étudiants non boursiers demeure une question délicate. Les projets financés par la Chine-Taïwan s'est également invité au débat lors de ce point de presse animé par le secrétaire général du ministère chargé des Affaires étrangères. Nous suivons cela avec Urbain Benito Somé et Aboubakar Sagnon. Le gouvernement du Burkina Faso décide à compter de ce jour de rompre ses relations diplomatiques. Le 24 mai dernier, le Burkina Faso annonçait la rupture de ses relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan. Cette annonce avait soulevé des interrogations parmi lesquelles l'avenir des 130 étudiants burkinabés de Taïwan. 130 étudiants, dont 64 boursiers. 64 boursiers qui se sont inscrits et qui ont marqué leur accord pour leur transfert vers la Chine continentale. C'est-à-dire que chacun a donné son intention de départ. Pour plusieurs raisons, ces groupes-là peuvent évoluer. Le total que nous avons fait, je vais parler de 64 étudiants boursiers, il y a 57 qui sont inscrits. Comprenez qu'il y a certains étudiants qui ont fait des demandes pour rester en Chine. Et nous avons 16 nouveaux boursiers qui avaient été retenus par Taïwan pour faire leurs études à partir de 2018. Nous avons soumis leur dossier à la partie chinoise. Quant aux 52 étudiants inscrits sur titre, la prise en charge s'avère plus compliquée. Ces derniers ont voulu que l'État aussi les prenne en charge par rapport au transfert. Nous avons eu à soumettre leur doléance au ministère des Enseignements qui a dit que ça allait être un peu difficile parce que les bourses sont mises en concurrence. Les étudiants qui ont marqué leur accord vont être transférés dans des universités de Pékin
au plus tard le 25 août prochain. Le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères a aussi rassuré de la continuité des projets jadis financés par la Chine, Taïwan. Autre point de l'actualité, Orodara, encore appelé le verger du Burkina Faso, regorge d'énormes potentialités, notamment dans le domaine de la transformation des fruits et légumes. L'autonomisation des femmes ne devrait pas être une préoccupation dans la région. Le ministre en charge de la femme, Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, après des échanges avec les transformatrices, promet de les soutenir et pour qu'elles s'épanouissent économiquement. Le reportage est signé Lamine Karantao et Rachid Sawadougou. En visite dans le Kénédougou, le ministre en charge de la femme échange avec ses consoeurs du secteur informel. Au siège de l'Union des transformatrices du manioc, Marie-Laurence Ilboudo s'imprègne du quotidien de ces dames. Sa visite nous a beaucoup plu. Elle va voir les réalités que les femmes vivent au Kénédougou, surtout à Orodara, et surtout en matière de transformation. Ici, un autre groupe de femmes montre son savoir-faire au ministre et à sa délégation. Des produits transformés à base du manioc et des mangues. Le ministre s'est déplacé, venu nous voir et puis voir notre production. Il a bien parlé. Il nous a encouragés, nous sommes très bien contents. Après cela, nous allons les équiper parce que vous savez que la transformation nécessite du matériel en technologie. Nous avons une direction générale de l'autonomisation des femmes qui va accompagner ces femmes et après, selon leurs besoins, elles pourront avoir accès au crédit que nous leur donnons auprès du FARF ou bien auprès du FAGI pour vraiment les aider à pouvoir être autonomes et participer à l'économie du pays. Le Kénédougou est une zone de grande production du manioc. Et les femmes nous ont dit qu'elles n'étaient pas prises dans le projet du ministère de l'Agriculture par rapport à l'accompagnement de ce produit. Nous avons demandé à ce qu'elles nous envoient un dossier et nous allons faire un plaidoyer auprès de notre collègue de l'Agriculture. Cette visite s'inscrit dans la quête de solutions face au chômage et au sous-emploi des jeunes et des femmes portés par le gouvernement. Après Orodara, la même raison va conduire le ministre auprès des femmes de Bobo-Dioulasso et de Houndé. Les responsables de la société exploitant la mine d'or de Houndé viennent en aide aux populations affectées par la mine avec des semences améliorées et des intrants agricoles d'au moins 65 tonnes destinés aux ménages dont les exploitations agricoles sont touchées par les activités minières. C'est un geste qui devrait améliorer les productions agricoles des bénéficiaires et leur permettre ainsi de faire face à l'insécurité alimentaire. Le compte-rendu de la cérémonie de remise avec Hassan Gourabou et Hahadi Sandamba. Avec ce geste, ce sont 347 ménages et 10 groupements féminins, tous affectés par la construction de la mine d'or de Houndé, qui bénéficient de semences améliorées, d'engrais et de pesticides. Ce sont au total 8,6 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations confondues, 55,3 tonnes d'engrais et 32 litres de pesticides. Un don de Andeavour Mining qui entend ainsi minimiser les effets négatifs des activités de la mine sur la résilience des populations touchées par le projet. Nous avons d'abord procédé par une compensation monétaire. Donc au-delà de cette compensation, ça reste toujours une responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là que les personnes affectées qui disposent toujours de terres agricoles s'inscrivent dans ce type de projet. Pour les autorités locales, la distribution gratuite d'intrants agricoles aux ménages entre en droite ligne de la politique du gouvernement, à savoir l'atteinte de la sécurité alimentaire dans tous les ménages. Il y a près de 1650 hectares que les populations exploitaient et qui sont aujourd'hui occupées par la mine. L'année dernière, il y a déjà eu une distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables. Cette année, il y a une nouvelle philosophie que la mine a voulu expérimenter. Nous pensons que chacun devrait pouvoir en tout cas avoir une certaine quantité qui devrait quand même lui permettre de pouvoir en tout cas utiliser conséquemment sur les espaces de production. À la tribune, tous les intervenants ont salué l'initiative de Andeavour Mining et c'est juste après la cérémonie que l'on a procédé à l'enlèvement des intrants ainsi qu'à leur distribution au grand bonheur des bénéficiaires.
Journée portes ouvertes sur la justice et les droits humains. L'appareil judiciaire se rapproche du justiciable et cette année, c'est Tinkodogo qui accueille l'événement. L'institution judiciaire, ses acteurs et toutes ses composantes se font connaître et se font comprendre surtout des populations à travers des activités qui renforcent l'accessibilité de la justice. La réflexion est orientée sur la lutte contre les infractions économiques, financières et la criminalité organisée. Au Burkina Faso, le point avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Ces acteurs locaux au développement de la région du centre-est communient ici à Tinkodogo avec les spécialistes de la justice et des droits humains. 11e du genre, ces journées portes ouvertes sur la justice visent à amener les populations à se familiariser avec les procédures judiciaires, notamment l'accessibilité à la justice, le traitement des réclamations et des plaintes des justiciables en vue de dissiper leurs peurs et leurs craintes. Très souvent, les gens ne vont pas vers les structures judiciaires parce que soit ils ont peur, mais parce qu'ils ne comprennent pas les procédures. Donc ces journées nous donnent l'occasion de pouvoir recevoir des justiciables qui ont besoin d'informations, de nous ouvrir vers les populations, de briser les barrières, de faire connaître également les différents acteurs, ce qui nous permet de réaliser l'un des objectifs du chef de l'État qui est de réduire les obstacles à l'accès à la justice. Autorités et membres des organisations de la société civile se réjouissent de cette initiative qui renforce davantage leur capacité sur les questions judiciaires. Le Burkinabé en général pense que les pauvres n'ont pas droit à une justice. Moi, c'est l'interprétation générale. Et quand elle est faite ainsi, pour montrer aux jeunes et aux femmes, à l'ensemble de la population, que vraiment cette justice est vraiment accessible, voilà, c'est quelque chose à saluer. Certainement, ce n'est pas à la vitesse qu'attend la population, mais on se rend compte que quelque chose est fait. Des jeux radiophoniques et des conférences publiques sur le rôle du ministère en charge de la justice dans la lutte contre les infractions économiques, financières et la criminalité organisée au Burkina Faso sont entre autres activités prévues pendant les 2 jours pour rapprocher davantage la justice de ses justiciables. La RTB et l'ONG IRC, désormais partenaires dans la mission FASO, une initiative qui a pour but de trouver des réponses aux problèmes d'eau et d'assainissement au Burkina Faso. Les responsables des 2 parties viennent de signer une convention qui se décline sous forme d'émissions diverses de sensibilisation sur l'eau et l'assainissement sur la RTB. Reportage à Rasmane Zoundi Bouma Ernest Nebi. 2 signatures apposées et le partenariat est scellé entre la RTB et l'ONG IRC. Un partenariat entrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail de l'initiative Mission FASO. La Mission FASO est une collaboration entre les OSC et les médias pour la promotion des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Concrètement, il s'agit pour nous d'accompagner autant les autorités qui ont le devoir et l'obligation d'assurer le service public d'eau et d'assainissement que les citoyens pour qui l'eau et l'assainissement constituent des droits. Cela veut dire que les citoyens sont en mesure d'interpeller les autorités par rapport à leurs défaillances, mais comme vous le comprenez aussi bien, ça veut dire que les autorités sont en mesure de tenir les citoyens pour leur défaut d'exécution ou de respect de leurs obligations. Vous savez qu'il est difficile de faire de la sensibilisation sans tenir compte des médias, notamment les médias audiovisuels. Donc nous allons aller sur le terrain accompagnés par IRC à travers des reportages, des enquêtes, des interviews, des émissions plateau. Nous pensons pouvoir apporter notre contribution à cette question fondamentale qu'est l'accès à l'eau potable notamment et à l'assainissement. C'est une question transversale qui touche donc différents domaines et il est essentiel qu'une structure comme la RTB puisse jouer sa partition dans ce domaine et nous allons le faire en tout cas avec brio, nous l'espérons. La collaboration entre le groupe Média Leader du Burkina et IRC est prévue pour durer 1 an sur cette première phase. L'initiative soutenue par l'ambassade du Danemark va offrir l'opportunité aux décideurs et aux citoyens de créer un cadre de débat constructif à même d'apporter des solutions aux problèmes liés à l'eau potable et à l'assainissement. Parlons à présent du mouvement NAPI. C'est une dénomination francophone de Natural Hair Movement
qui est né aux USA dans les années 2000. Ce mouvement qui désigne des femmes noires souhaitant conserver leurs cheveux de type africain, donc crépus, s'est progressivement installé au Burkina Faso à travers les réseaux sociaux. Ses membres se sont retrouvés à Ouagadougou pour se rappeler les fondements et les bases de ce mouvement, et cela pour plusieurs raisons détaillées dans ce reportage de Kwale Nebié, Urbain Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. Elles sont toutes membres actives de Faso Napi, une page Facebook où le cheveu africain est le maître mot. C'est lié à une maladie que j'ai eu, un mal que j'ai eu, et on m'a fait savoir que le mal venait du défrisage. Bon, au début, je n'y ai pas cru. Mais après, quand j'ai fait les recherches, quand j'ai eu les témoignages, j'ai compris que ça pouvait être vrai. C'est mon père, il a dit, ok, on arrête ça, ça abîme tes cheveux, on va chez le coiffeur, on coupe tout. Même au lycée, collège, lycée, je faisais partie de ces rares personnes qui avaient des cheveux naturels. Ce n'était pas évident à l'époque. Ces 5 dernières années, le mouvement Napi a tissé sa toile dans le pays des hommes intègres au départ, par effet de mode peut-être, mais aujourd'hui, le discours est plus militant. La motivation première qui m'a amené à arrêter de défriser, c'était la mode, parce que j'ai vu une photo sur Internet qui m'a plu. Mais par la suite, j'ai arrêté de défriser, j'ai commencé à aimer mes cheveux, à les apprécier. C'est devenu plus identitaire. Je suis née avec, il n'y a pas de raison de les renier. Très vite, cette 6e rencontre physique des Napis du Faso prend des allures de revendication identitaire. Et pour cause, le mouvement Napi suscite bien de convoitises économiques. Pourtant, il s'agit pour elle, en plus de valoriser le cheveu africain, de valoriser également les ressources naturelles nationales. Je préfère d'utiliser les produits fabriqués par moi-même parce que c'est une manière pour moi d'apporter une valeur ajoutée à tout ce qu'on trouve comme potentiel naturel dans notre pays, tel que le baobab, le moringa, l'huile de Nîmes, etc. Si le mouvement Napi semble conquérir de plus en plus de jeunes femmes sur les podiums de défilés de mode, dans les magazines, mais aussi sur les scènes musicales, il semble néanmoins avoir du mal à séduire à cause de certains préjugés. Je ne suis pas quelqu'un de très patient, donc prendre mes cheveux en napi me demande un peu plus d'effort. Mais bon, après, c'est le prix à payer pour avoir des cheveux sains, et c'est, voilà, nos mères, nos grands-mères l'ont fait avant nous. C'est les cheveux qui poussent de notre tête, ce sont nos cheveux naturels. Donc, on a des cheveux qui sont un peu plus compliqués à gérer que d'autres, je trouve. Après, voilà, ça fait partie de qui on est, on embrasse ça et puis on en prend soin. Parce que entretenir ses cheveux naturels, ce n'est pas coûteux. Ce n'est pas coûteux quand on sait qu'on peut utiliser des produits locaux et même qu'on a dans sa cuisine pour entretenir ses cheveux. Ce n'est pas contraignant parce que tout simplement, chacune peut adapter des soins à son type de cheveux et au temps dont elle dispose. Effet de mode, revendication identitaire ou fierté affichée, le mouvement Napi a de beaux jours devant lui. Le sujet intéresse, intrigue et séduit. Tenez, des reines de beauté sont plébiscitées avec leurs cheveux afro. Le défrisage n'est plus l'option unique et obligatoire, c'est la revanche des cheveux crépus. Actualité hors de chez nous, après le scandale de l'Aquarius la semaine dernière. L'Italie vient encore de fermer ses portes à 2 navires d'une ONG transportant au moins 200 migrants. Rome accuse les bateaux d'illégalité et de non-respect des règles internationales. Après l'Italie, Malte aurait refusé à son tour d'accueillir dans ses ports 2 navires de l'ONG Lifeline, dont l'un transporte plus de 200 migrants secourus au large de la Libye. Rome, par la voix de son ministre des Transports, avait ordonné la veille la mise sous séquestre des 2 bateaux afin de vérifier la nationalité de l'équipage, accusé de naviguer de manière illégale sous pavillon néerlandais et d'avoir enfreint le droit international. Sur Facebook, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, en avait rajouté. Ce bateau ne connaîtra l'Italie que par les cartes postales. Non pas parce que Matteo Salvini est une brute, un méchant égoïste. Parce qu'il y a des règles, elles doivent être respectées. On ne peut pas jouer avec des vies humaines. Le leader du parti d'extrême droite avait demandé à Malte d'ouvrir ses ports pour la sécurité de l'équipage et de ses passagers, tout en réaffirmant la ligne dure du nouveau gouvernement italien vis-à-vis des migrants en Méditerranée.
Le cas du Lifeline rappelle celui de l'Aquarius, ce navire humanitaire récemment accueilli par l'Espagne après que l'Italie et Malte ont refusé de lui ouvrir leurs ports. Et puis les nouvelles de la Coupe du Monde qui se joue en ce moment en Russie. L'Allemagne jouera contre la Suède ce soir à 18 h. Un match qui vous sera retransmis sur les antennes de la télévision nationale. Et puis à 15 h, l'affiche c'est Angleterre-Panama. La Tunisie, vous le savez déjà, a été battue 5-2 par la Belgique tout à l'heure. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon week-end à tous et à tous en compagnie des programmes de la télévision de Burkina.